Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Le voilà qui entre, dit Earl. Queenie ne tourne pas la tête. Elle regarde droit devant elle par-dessus l'épaule d'Earl. Elle regarde dans le large miroir derrière le bar. Plusieurs silhouettes bougent dans la pénombre de la grande salle. Où ça? Il vient de s'arrêter devant le distributeur de cigarettes, dit Earl en déposant un verre sur le comptoir devant un consommateur. Queenie cherche des yeux le distributeur. En contre-jour des lumières aveuglantes, elle distingue une silhouette épaisse, de taille moyenne, couronnée de quelque chose de rond et plat. « Ça y est, tu le vois ?» demande Earl. « Le cave avec le chapeau en terrine de pâté ?»« Ouais, c'est bien l'oiseau. Et il porte une plume. »« Et comment il s'appelle déjà ?»« Caspar Watson. » Non, c'est pas vrai. Ouais, en droite ligne de Poeria. Et quoi d'autre? Il a passé toute la semaine en ville pour affaires et maintenant, il se sent un peu seul. Et toi, tu me dis que ce mec est plein aux as? Dit Queenie, allumant une blonde boue-filtre. Je reviens tout de suite, baby, dit Earl en se dirigeant vers un client qui vient de lui faire signe. Caspar Watson a acheté un paquet de cigarettes. Tout en le déshabillant de sa cellophane, il regarde autour de lui les tables qui bordent la piste de danse et l'estrade. Mais il ne voit aucun des clients en détail car la salle du Funny Bone est aussi noire qu'un tunnel lorsqu'on y entre encore aveuglé par la lumière du hall de l'hôtel. Queenie ne distingue pas très bien les traits de l'homme, sauf son double menton. « Tu es sûr que ce type a du fric ?» redemande Queenie à Earl, de nouveau devant elle. « Parce que tu te souviens du guignol d'il y a 3 semaines avec ses 29 malheureux dollars? J'ai pas envie que ça recommence. » Earl secoue le shaker. T'en fais pas, baby, ce type est déjà venu 2 fois. Il a sur lui un matelas qui bâillonnerait un cheval. Tiens, hier soir, il m'a refilé $10 de pourboire. Dans le miroir, Queenie voit Watson se diriger vers le bar. En quittant la pénombre, il ôte son ridicule chapeau à plumes. Il a vraiment un double menton. Il est presque chauve et il porte des lunettes cerclées d'acier. Il arrive devant elle. « Excusez-moi, madame, » dit-il. « Ce tabouret, est-ce qu'il est occupé? »« Pas à ma connaissance, » lui répond Queenie, très femme du monde. Watson enfourche le tabouret comme s'il montait sur un cheval. Earl arrive devant lui. « Bonsoir, monsieur Watson. C'est un grand honneur de vous avoir avec nous une nouvelle fois ce soir. J'aime l'atmosphère ici, et aussi ce qu'on y boit. Alors ce soir, qu'est-ce que ce sera? Donnez-moi ce merveilleux bourbon de l'autre jour, du All River, je crois. » Puis, voyant le verre vide de Queenie, « Permettez que je vous offre un verre, madame. Je déteste boire seul. Et puis, d'ailleurs, chez nous, dans l'Illinois, nous trouvons ça vraiment très mal élevé de boire seul en présence de quelqu'un d'autre. »« Vous avez entendu, mademoiselle ?» demande Earl avec respect. « C'est très gentil à vous, »
répond Queenie, en regardant sa montre bracelet. Mais j'attends une amie. Ah, si c'est une amie, alors je me permets d'insister. Bien sûr, si vous attendiez un homme... Earl enchaîne. Monsieur Watson est un gentleman, mademoiselle. Dans ce cas, un gin sec. Mais je vous avertis, monsieur Watson, c'est ça? Oui, appelez-moi Rusty. Et vous, votre petit nom, c'est quoi, si je peux me permettre? Queenie. Queenie? Queenie, c'est tout? Étant donné que nous sommes probablement comme deux bateaux qui se croisent dans la nuit, le reste importe peu. Vous avez sûrement raison, madame. Alors, profitons-en pendant que ça dure. Êtes-vous madame Bauer? Demande Earl en leur apportant leur second verre. C'est moi, oui. On vous demande au téléphone, dame. Excusez-moi, Rusty, j'en ai pour une seconde. Elle glisse du tabouret et se dirige vers la cabine. Mais elle n'y entre pas. Il y a d'ailleurs un monsieur dans la cabine. Non, elle file au ladies' room. Quelle cave, ce mec! Se dit-elle en se repoudrant le nez. Empire ressemble à Rudy. Empire. Et c'est en pensant à son ex-mari qu'elle rejoint Rusty. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère? Demande Caspar Watson. Non, c'était mon amie. Elle ne viendra pas. Jenny est tombée en panne. Elle a coulé une bielle. Oh, je suis désolé pour elle. Mais entre nous, moi, ça me fait plaisir de passer plus de temps avec vous. Les premiers danseurs commencent à s'agiter sur la piste. Le gros Watson lui raconte sa vie. Ma branche, moi, c'est les fosses sceptiques. La vidange, pour être plus précis. Maintenant, vous savez, j'ai une bonne centaine de camions blancs qui se promènent avec écrit dessus « Wagon Watson » en rouge. Ah ben, ils ont de la gueule, vous savez. Vous savez, Queenie, je suis le plus gros vidangeur de l'Illinois. Non, c'est vrai, hein. Je vis bien. Je fais partie de pas mal de clubs. Tenez, regardez. Et Watson lui sort toutes ses cartes. Celles du Rotary, du Lions Club, de la WWF, du Civitan et des tas d'autres qui ne l'intéressent pas du tout. Mais c'est à ce moment-là que Queenie aperçoit son rembourrage. Un beau rembourrage, une énorme liasse de billets verts. Bon, c'est pas tout ça, dit Watson. Est-ce que vous dansez, Queenie? Ça dépend quoi, hein? J'aime pas danser le slow, on est trop serré. Vous savez, je ne suis pas né de la dernière couvée. Mais qui voudrait d'un poussin? Dans mon pays, vous savez, Queenie, les hommes préfèrent les poulettes bien en chair. Vous me trouvez si grosse? Demande Queenie, faussement ingénue. Ah, mais non, pas du tout, non. Vous n'êtes pas grosse, vous êtes, comment on dit, joliment potelée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes une vraie femme, Queenie. Une fois encore, Queenie a l'impression de se retrouver devant Rudy, son ex-mari et ses copains du club, d'un de ses clubs, une bande de vieux croulants qui lui tenaient à peu près le même genre de propos. Car la féminité débordante de Queenie a toujours ouvert les appétits mâles. Seulement, voilà, la plupart de ces vieux gâteux s'attaquent toujours à des morceaux qu'ils ne peuvent plus mâcher. Comme ce vieux Watson. Earl, une question dans les yeux, regarde leur verre vide. « D'accord, » dit Watson. « La même chose. »« J'espère que vous n'avez pas l'intention de me saouler, » lance Queenie, coquette comme une chatte. « Oh non, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi, madame, je veille. Nous aurons tout ce qu'il faut. » Une pensée rend le roi de la vidange silencieux plusieurs secondes. À propos, madame Queenie Bauer,
maintenant que je connais votre nom en entier. Est-ce que ça vous ennuierait que je vous pose la question à 75 $? Oh ben non. Non, mais si elle est correcte, évidemment. Ah ben, pour qui vous me prenez, voyons, madame? Je ne me permettrai pas de vous poser une question indiscrète. Bon, alors allez-y, posez-la. Voilà. Est-ce que vous êtes heureuse en ménage? Je suis légalement marié, c'est tout. Le reste n'est qu'une vaste plaisanterie. Vous voulez dire que entre vous et votre mari, ça marche pas très fort? Depuis longtemps. Je suis également légalement séparé. Hein? Pas divorcé. Non, je suis contre le divorce, dit Queenie, une trace de hauteur dans la voix. Là, Queenie est en partie sincère. C'est sûr, elle n'a jamais admis le divorce que lui proposait Rudy. Pensez donc, 5 000 $ en liquide en tout et pour tout. Pas de pension alimentaire, plus l'abandon de tous ses droits sur le gosse, à part une petite visite hebdomadaire légale. Tu parles. Rudy savait très bien qu'il ne risquait rien en jouant la carte du gosse. Elle ne supportait pas son rejeton plus d'une heure. La vermine, la petite vermine, courant toujours vers son papa, lui raconter qu'il avait vu maman avec ce monsieur-ci, ce vilain monsieur-là. Et le jour où son incapable de mari avait ouvert les yeux, il n'avait jamais rien trouvé, pas la moindre preuve. Ils s'en étaient donc tenus tous les deux à la séparation. « L'orchestre joue si fort que j'ai pas bien entendu ce que vous venez de me dire, » lance Queenie aux dernières paroles de Watson, pour le moins tendancieuses. « Non, j'ai dit que moi aussi j'ai envisagé de divorcer. »« Ah, vous aussi ? Avec votre femme, ça ne va pas très fort. » « Nous vivons sous le même toit, c'est tout. Le divorce serait un scandale, pensez donc. Elle est très bien vue dans la société locale. Et puis, on a 2 gosses, n'est-ce pas? Rosie et John, et en quelque sorte, on est resté ensemble pour eux. Maintenant, ils sont grands et partis faire leur vie, comme on dit. « Oh, une de mes chansons préférées !» lance Queenie. « Si on dansait !» Watson semble à l'aise comme un mammouth dans une cage de lapin. Il est beaucoup plus adroit avec les mains qu'avec les pieds. Ses doigts boudinés courent sur le décolleté de Queenie. Vous et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. Hein? Fait Queenie étonnée. Voilà qui est très intéressant. Et quoi donc? C'est vrai, ça. Qu'a donc à partager le roi de la vidange avec l'hôtesse de bar? Juste un bon moment ou quelque chose de plus? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Le grand Watson serre de plus en plus près Queenie qui, bien que minaudant, ne semble pas le repousser franchement. C'est son métier, n'est-ce pas? Même si la conversation tourne autour de la vie conjugale. Eh bien, l'un de nos points communs, c'est que nous n'avons ni l'un ni l'autre une vie conjugale très active. Ah bah si c'est ça, je suis d'accord. Les médecins disent que pour des adultes, cette situation n'est pas bonne pour la santé. Ah. Vous devez fréquenter le cabinet du docteur Robin, Rusty. Qui c'est ça? Bien, c'est lui qui a écrit tout ce que vous voulez savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Un livre très intéressant. Ah oui, j'en ai entendu parler. Watson n'attend plus très longtemps pour risquer sa proposition. Queenie joue les timides 5 minutes pleines, puis, simulant les femmes fragiles, elle pose la tête sur son épaule. Enfin, elle a un geste d'un inévitable consentement. Les yeux verts de Watson s'allument gourmands derrière ses petites lunettes cerclées d'acier. À partir de là, Queenie s'occupe de tout.
Elle ne tient pas à ce qu'ils quittent ensemble la salle du Funny Bone. Elle demande à son roi de la vidange le numéro de sa chambre. « Sortez le premier, je finis mon drink et je vous rejoins à chambre 1222, dit-elle en regardant le numéro inscrit sur la clé. Caspar Watson paie l'addition, laisse un large pourboire à Earl et, avec une touche d'orgueil parfaitement simulée, souhaite bonne nuit à Queenie, qui le regarde se dandiner vers la sortie. Ah, celui-là, il débarque vraiment de Cucuville, il n'y a pas de doute. Enfin, Earl regarde son bracelet-montre. 11h moins 5, je suis libre à la demi. C'est parfait, ajoute Queenie. Je te passe un coup de fil ici à 11h25 exactement. Ok, j'attendrai. Bonne chasse, baby. Queenie passe au ladies' room se remettre du rouge à lèvres. À 11h03 pile, elle pénètre dans l'un des 2 ascenseurs de l'hôtel. Elle s'arrête au 12e étage. La porte de la chambre 1222 est entr'ouverte. Elle frappe discrètement, entre, referme la porte derrière elle. Watson se tient debout devant la commode, sans chapeau, sans veston, sans cravate. Son image peu appétissante se reflète dans le grand miroir au cadre doré devant lequel il se tient. Il y a aussi une bouteille de bourbon, un seau à glace et 2 verres. Il est en train de les remplir. « Vous perdez pas de temps, Rusty !» lance Queenie. « Il y a encore de la vie dans ce vieux corps. Allumez la télé, voulez-vous ?» Queenie traverse la chambre et appuie sur le bouton de commande. Un journaliste donne les dernières informations. Elle baisse le son, puis remarque les 2 grosses valises fermées posées sur le support à bagages. « On dirait que vos valises sont déjà bouclées. Vous êtes prêt à partir, Rusty ?»« Ah oui, je repars pour Poeria demain matin à la première heure. » 2 bateaux qui se croisent dans la nuit. Vous voyez, j'avais raison. « Qui sait ?» fait Caspar Watson en se tournant pour lui tendre un verre. « C'est peut-être le début de quelque chose de tout à fait nouveau. » Eh bien, buvons à ce quelque chose, Rusty. Prenez un siège, Queenie. Mettez-vous à l'aise. Queenie écarte le fauteuil le plus près du téléphone et elle s'assied. Watson aussi. Il tire une cigarette de sa poche de chemise et l'allume. Il n'y a rien de plus agréable qu'une chambre d'hôtel avec une jolie femme en face de soi à regarder. Il bavarde jusqu'à 11h24. Rusty, vous savez quoi? J'ai envie maintenant. Il lui lance un regard brillant. Elle marque un temps. De champagne, murmure Queenie. Je peux? Watson acquiesce. Queenie décroche le combiné. Allô, une bouteille de votre meilleur champagne pour la chambre 1222, s'il vous plaît. Ça y est, baby, la machine est en route, dit Earl à l'autre bout du fil. Vas-y, travaille-le bien, mon bébé. Merci, tout de suite, oui, j'ai soif, ajoute Queenie. Elle raccroche, pose son verre et se lève. Rusty, ça ne vous ennuie pas que je me mette à l'aise? C'est ce que j'attendais. Je reviens tout de suite, dit Queenie avec une voix plus que prometteuse. Puis, chaloupant comme un bateau dans la nuit, elle se dirige vers la salle de bain dont elle ferme la porte. Watson tire une dernière bouffée de sa cigarette et l'écrase dans le cendrier. Quelques minutes passent. On frappe discrètement à la porte. « Qui est là ?»« Room service !» dit une voix.
Caspar se lève, déverrouille la porte et ouvre. Il manque de tomber sous la poussée de l'homme qui pénètre dans la chambre. Il est plus grand qu'Earl grâce à des chaussures spéciales. Il est brun et complètement ébouriffé. Il porte des lunettes noires, une moustache de cavalier, une grande barbe mal entretenue. Il est vêtu d'un impair froissé, beaucoup trop grand pour lui. Dans sa main droite, un coup de poing américain. « Mais qui êtes-vous » demande Watson. Le colosse ferme la porte derrière lui et dit d'une voix caverneuse. « Où est ma femme, vieux saligo ?»« Je ne sais pas de quoi vous voulez parler ?» lui lance Watson en reculant. « Tu parles !» L'homme lève son coup de poing américain. « Queenie, si t'es dans la salle de bain, je te conseille d'en sortir et tout de suite !» La porte s'ouvre. Queenie apparaît avec, pour tout vêtement, ses chaussures à hauts talons. « Ah, espèce de traînée !» rugit le grand barbu. Caspar Watson se retranche dans la neutralité. Mais enfin, que se passe-t-il? Je n'y suis pour rien, moi, là-dedans, monsieur. Je n'ai pas touché à cette femme. Je suis un homme marié, respectable, moi. De quel droit est-ce que... Les yeux de Queenie étincellent de colère. T'as pas le droit, t'as plus aucun droit sur moi. Ma vie privée ne te regarde pas. Maintenant, elle hurle. Nous sommes séparés. Illégalement encore. Ça veut dire que tu mènes ta vie et moi je mène la mienne. Et comme je l'entends. C'est ce que tu crois. Mais maintenant, je te tiens, j'ai ma preuve. Je vais gagner ce divorce. Oh, je suis curieuse de savoir comment. Tu n'as pas de témoin. J'ai un témoin maintenant. Le colosse regarde Watson menaçant. À ton avis, ce cave, qu'est-ce que c'est, à part mon témoin? Mais voyons, implore Watson, je ne peux pas me laisser compromettre. Compromis, vous l'êtes déjà et jusqu'au cou, mon vieux, jusqu'à la peau de votre crâne. Mais réfléchissons, calmons-nous, dit Watson. Tout ça peut s'arranger. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Eh bien, si vous sortiez tout simplement, vous oublieriez ce que vous avez vu ici. Je pourrais m'arranger pour que ça vaille la peine. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, alors là, vous commencez à m'intéresser, mon petit vieux. Terreur à la manque, lui lance Queenie. Va plutôt te rhabiller, toi, sinon tu risques d'attraper froid. Voyez-vous, j'ai une bonne pincée de liquide disponible, dit Watson. Ouais, une bonne pincée pour vous, c'est combien? Watson va jusqu'à la penderie, sort son veston et son portefeuille de la poche intérieure. Il commence à compter les billets. 23 billets de $100, annonce-t-il finalement. Marché conclu, mon vieux. Et le colosse tend la main. Mais, poursuit-il, je ne pense pas qu'elle l'éveille. Queenie pivote sur les talons direction la salle de bain. Maintenant, ça suffit, lance Watson, changeant radicalement de ton et de voix. Vous restez où vous êtes, tous les deux. Le colosse reste la main en l'air avec les billets. Queenie, elle, se retourne, stupéfaite. J'ai tout enregistré et tout filmé, en vidéo, dit Watson en se dirigeant vers la plus haute de ses deux valises posées sur le support à bagages. En effet, en regardant mieux, on pouvait distinguer un trou et même un objectif sur le côté de la valise. Tout est là-dedans, et en nu intégral, s'il vous plaît. Je n'en espérais pas tant. Queenie est la première à recouvrer la parole. Mais qui êtes-vous? Je suis détective privé, dit Watson, s'asseyant sur le bord du lit. C'est Rudy qui vous a engagé? Demande-t-elle. Qui c'est, Rudy? Demande le privé. Mais mon mari, enfin... Watson sourit. Ça va, Earl, vous pouvez enlever votre déguisement. Puis, se tournant vers Queenie, désolé, mais je ne connais pas votre pauvre mari, même si je me dis, en y pensant bien, qu'il paierait certainement un bon prix pour voir cette vidéo. Non, vous n'y êtes pas. J'ai fait ça pour des raisons personnelles, je dirais. Voyez-vous, j'ai un frère qui n'est pas des plus malins. Et il y a quelques semaines, vous l'avez possédé de $29. Oh, l'argent, ça n'est rien. Mais il s'agit de l'honneur de la famille. « Prends-lui le film, Earl !» commande Queenie. Earl fait comme une tentative, mais au même moment, Watson glisse la main sous son oreiller et sort un flingue à canon court. « Earl, vous allez faire ce que je dis, moi. Décrochez le téléphone et demandez Peter Kinstril, détective de la maison.
Dites-lui qu'un de ses bons vieux copains l'attend dans la chambre 1222. » Queenie le regarde avec une horreur croissante. Maintenant, Caspar Watson n'a plus rien d'un cave. Il a l'air d'un homme qui ne s'en est pas laissé compter depuis des années. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.